Bonjour, bienvenue sur le podcast Entre deux vins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir José Sanfin, le directeur et winemaker, vigneron. Je ne sais pas comment est-ce que tu définis. Les trois. Les Je trois. suis paysan et vigneron au départ. Bon, ravi de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. On va passer une petite heure ensemble. Je tenais quand même à remercier notre partenaire qui nous permet de t'accueillir aujourd'hui. HoneyApp, donc c'est l'application de gestion de cave à vin qui vous permet tout simplement de gérer au mieux votre cave à vin. Vous pouvez voir vos stocks, retrouver votre bouteille, la géolocaliser dans votre cave, enfin, pour trouver cette bouteille bien oubliée au fin fond de votre cave. Vous pouvez également avoir l'apogée de l'ensemble de vos bouteilles, voir quel est le meilleur moment pour les déguster et bien entendu trouver les bons accords mets et vins. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application et on les remercie à nouveau pour nous permettre de nous réunir tout simplement. Merci. Tu nous as apporté trois belles bouteilles du domaine. On va avoir le temps de revenir là-dessus. Moi, ce que je te propose tout simplement, c'est que tu puisses te présenter pour commencer. Bien, je suis José Sanfin, je suis le winemaker et le vinificateur de Cantonac Brown et le directeur également de Cantonac Brown depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années. Oui, c'est ce que j'ai vu. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai préparé cet épisode, c'est la fidélité, tout simplement, à ce domaine. J'ai entendu la version que tu es arrivé stagiaire, c'est ça? Exactement. Tu as fini directeur. C'est un parcours extraordinaire. Tu peux nous en dire un peu plus? Extraordinaire, je ne sais pas. Fidélité, oui. J'ai commencé en 89 comme stagiaire. J'ai commencé avec l'équipe d'AXA Millésime avec Jean-Michel Caz et Daniel Lioz en 89 comme stagiaire. Et en 90, ils m'ont proposé la place de directeur technique. Quelques années plus tard, directeur d'exploitation. Quelques années plus tard encore, directeur général. Voilà, et je suis toujours directeur général depuis plus de 35 ans. Ouais, mais tu le dis d'une manière très simple, on a l'impression que c'est simple en fait de gravir toutes ces marches. Non, je crois que ça se fait naturellement, même si mes origines et ma conviction restent d'abord technique. On apprend tout ça au fil du temps et on s'inscrit logiquement dans un projet de carrière et d'entreprise. Ça se fait, il me semble d'avoir fait ça assez naturellement. C'est génial, alors, si c'est naturel en plus. J'aime bien poser la question de savoir pourquoi le monde du vin? Pourquoi tu es arrivé stagiaire déjà là-bas? C'est quoi le parcours avant? Alors, stagiaire, ça a été... j'allais dire compliqué, mais c'est pas le mot. Je suis né dedans, en fait. Mes parents sont vignerons. Mes parents sont arrivés... je vais raconter toute mon histoire. Avec plaisir. Mes parents sont arrivés du Douro, du fond du Douro, tous les deux portugais, du Douro, pour travailler en France. Et on a commencé à s'installer sur l'île Patiras, juste en face de Pauillac, où toute la famille a grandi, fabuleusement bien et très heureux, parce que vivre dans une île, c'est assez extraordinaire. Ensuite, les enfants ont grandi. Il a fallu aller... on est 6 enfants, donc mes parents ont dû déménager parce qu'il fallait aller en 6e et que l'école sur l'île Patiras s'arrêtait en primaire. Triste décision de devoir quitter cette île. Pour les parents, c'est une obligation. Pour les enfants, c'est une déchirure. C'est vrai que... Mais on y va régulièrement. J'y vais encore bientôt nous promener. Et ensuite, mes parents ont travaillé dans la vigne. À l'époque, ma mère et mon père travaillaient dans le vignoble et tous les enfants suivaient. Donc, on a grandi dans le vignoble. Je ne sais pas quand c'est que j'ai appris à conduire un tracteur ou rouler une barrique. C'était assez naturel. Et moi et mes frères et sœurs, d'ailleurs. Et d'ailleurs, petite question de curiosité, vous êtes plusieurs du coup dans le monde du vin? Oui. J'ai mon frère, un de mes frères qui est chef de culture, brillant chef de culture, qui est à la retraite, chef de culture au Château d'Orme de Pesse. D'accord. Et mon petit frère, aujourd'hui, travaille dans la logistique pour les vignobles Rothschild. D'accord. Donc, il y a un virus qui a pris plusieurs membres de la famille, le vin. Oui, parce que c'était local, mais on s'est d'abord dispersé et après on est revenu sur place. C'est assez... comme si la vigne nous appelait, en fait. C'était assez sympa. Donc, le vin, c'était presque une origine, parce que tu dis même c'est avant la 6e que tu vivais dans cet environnement-là. Ensuite, tu fais ton collège, lycée.
En fait, d'abord, je pars dans une orientation différente, peut-être le fait de l'adolescence. Je pars vers des études de construction mécanique, de fabrication mécanique. D'accord. Et ensuite, après avoir passé quelques mois dans un bureau d'études, je dis à mes parents que toutes mes études n'ont pas servi à grand-chose, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et que je veux revenir à la vigne. Et à l'époque, la vigne, c'était pas forcément le métier le plus facile. Et donc, je suis revenu, j'ai fait mes études en vitiono et je suis reparti comme stagiaire. Pendant mes études, je travaillais plusieurs années dans différents châteaux. Puisqu'en fait, j'avais déjà la pratique aussi bien dans les vinifications que dans les vignobles. Et donc, même la connaissance presque mécanique des tracteurs s'il y avait même besoin. Donc voilà. Et donc, j'ai fait plusieurs vinifications à Château-Belgrave, un grand cru classé à Saint-Laurent pour le CVBG. J'ai travaillé à Lingebage. Après, je suis parti au service militaire. Au retour du service militaire, je faisais un stage, mon premier stage donc à Lingebage, et comme j'avais déjà vinifié et qu'AXA Millésime venait de racheter Cantonac Brown, on m'a envoyé travailler à Cantonac Brown. Et en tant que stagiaire, dans un premier temps, et j'ai gravi les échelons doucement. Et là, on est en 89 ou c'est un petit peu... 89. 89, ok. Et donc, tu as gravi les échelons, tu as commencé comme stagiaire, ensuite Exactement. tu es arrivé dans l'équipe technique sur la partie vinif, du coup. Oui, en fait, c'était l'idée et c'était une belle solution à l'époque dans l'équipe de Lingebage et Jean-Michel Cazes. Ils prenaient des stagiaires pendant un an, des gens qui sortaient des études pour pouvoir s'inscrire dans une entreprise et apprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et généralement, ces gens-là étaient placés soit dans d'autres entreprises, soit trouver un travail à l'extérieur. Et moi, je suis arrivé au bon moment et j'ai eu la chance d'être recruté comme directeur technique 6 mois après. Oui, donc c'est allé assez vite. C'est une belle promotion de commencer presque... Bon, après, tu avais aussi ce recul de connaissances, d'habitude aussi, d'être dans la vigne. Oui, absolument. Et donc, naturellement, j'ai travaillé pour une belle maison qui était AXA Millésime et Cantonac Brown, un grand cru classé à Margaux. Directeur technique, tu avais quel âge du coup ? J'avais 27 ans. Un petit peu de pression ? Oui, de la pression, mais à côté de ça, on a eu des propriétés où il y avait beaucoup de choses à faire. AXA venait d'arriver, il y a eu beaucoup d'investissements et j'ai eu la chance de participer à tous ces investissements, à toute cette construction de la propriété. Le château avait été refait, on avait beaucoup travaillé sur le vignoble, on travaillait beaucoup sur le vignoble dans les années 90 pour restructurer, pour drainer. Donc ça a été une très grosse activité, beaucoup d'excitation aussi d'avoir... les moyens de construire quelque chose, de remettre à niveau un grand cru classé, ça a été vraiment fabuleux. Oui. Donc je remercie encore Dany Elios, directeur technique des vignobles AXA Millésime, et Jean-Michel Cazes. Oh, c'est génial. Et donc tu arrives, tu commences à faire tous ces changements. C'est quoi les changements ? Tu parles du vignoble. C'est quoi l'état de Cantonac Brown à ce moment-là ? En fait... Déjà peut-être juste avant, AXA Millésime l'avait repris depuis combien de temps quand tu es arrivé là-bas ? En fait, AXA Millésime a racheté une assurance qui était la Compagnie du Midi. Et dans les valises, il y avait dans les actifs, il y avait Cantonac Brown. Et logiquement, Jean-Michel Cazes, qui gérait déjà les vignobles AXA Millésime, a repris la présidence. D'accord. Et donc, c'est l'équipe technique managée par Jean-Michel qui a repris également les travaux dans Cantonac. Et donc, les premiers travaux, et c'était assez impressionnant, et c'est là que vous voyez que les grandes entreprises investissent bien et pour longtemps, c'est qu'on a commencé par drainer le vignoble. Et là, vraiment... ce sont des investissements qui ne se voient pas puisqu'on met tout dans le sol. donc ça a été les plus gros travaux qu'on ait fait dès les premiers mois. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour drainer le sol, pour rentrer un petit peu dans le détail ? En fait, on met il y avait pour évacuer l'eau, pour que l'eau ne stagne pas, et puis qu'on puisse rentrer dans les vignobles facilement pour que l'eau soit évacuée et que la vigne pousse correctement. Et donc, on a drainé tous les sentiers et évacué toute l'eau qui pouvait être dommageable à la qualité et à la bonne maturité des raisins. D'accord, ok. Oui, le but c'était d'aller chercher un petit peu plus de maturité, de moins stocker l'eau pour que la vigne puisse... Oui, et puis pour pouvoir rentrer dans les vignes facilement. Quand la vigne est humide, les tracteurs ne rentrent pas, les gens ne travaillent pas correctement, les racines ne se mettent pas en profondeur. Donc tout ça, c'était vraiment un travail de fond, premier travail de fond pour pouvoir
après planter correctement et produire correctement. Donc l'étape d'après, c'était de planter. Planter, on a replanté quelques vignobles qui étaient pas mal plantés, mais on le fait encore aujourd'hui. On le fait encore aujourd'hui. Est-ce que les vignes qui sont plantées, qui ont 50 ans, est-ce qu'aujourd'hui il faut les arracher, même si c'est pas l'adéquation idéale entre le terroir, le porte-greffe et le cépage, entre une jeune vigne qui va produire des vins, des deuxièmes vins pendant les premières années, ou des vieilles vignes qui produisent peu, mais qui produisent encore assez qualitativement pour faire du premier vin. Mais là, il y avait quand même un renouvellement à faire sur le vignoble, et donc on l'a fait assez vite. D'accord. Et ça aussi, c'est du temps long, de toute façon. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis là depuis longtemps, pour voir le résultat. C'est cette motivation un petit peu de voir le résultat Non, je crois que ça se fait naturellement. On ne se rend pas compte, ça passe d'abord très vite. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs gérants, 2 ou 3 propriétaires. Ce qui fait qu'en fait, c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure à chaque fois. Du coup, AXA Millésime s'est séparé du domaine. AXA Millésime s'est séparé du domaine en 2006. Et donc, il y a eu un Anglais en 2006 et en 2019. Et actuellement, c'est la famille Lelousse qui est propriétaire de Cantonac depuis 2009 et qui a redonné une dynamique. Dynamique, c'est un peu faible. Oui. Oui, on va en parler. Il y a plein de belles choses qui sont écrites dernièrement. Moi, quand je repensais à ce podcast, je me disais que tu avais vécu quand même plein de choses à travers plein d'époques très différentes. Tu vois, je m'étais noté, moi, l'euphorie un petit peu, Bordeaux qui s'internationalise, l'époque Robert Parker, l'essor de la Chine. Il y a eu le Bordeaux bashing aussi. Il y a eu les surtaxes douanières dernièrement. Enfin bref, il y a eu un nombre d'événements. Comment est-ce que tu as réussi à naviguer tout ça ? Est-ce que c'est ça aussi peut-être qui t'a excité un petit peu tout au long de cette aventure ? Oui, mais à chaque fois, on s'adapte. Et je crois que la force de manager, c'est de s'adapter. Et en plus, Bordeaux a toujours su s'adapter par rapport à toutes les difficultés qui peuvent surgir. Si on prend les premières difficultés, ça a été dans les années... Moi, j'étais pas encore aux commandes, j'étais pas encore en train de vinifier. Dans les années 70, les gens vendaient mal. Et des années 80, les vins ont commencé à se vendre. On commençait à produire, les vignes produisaient correctement, puisque dès que le vin commençait à se vendre, les gens ont renouvelé leurs vignobles, donc les vignes étaient plutôt jeunes et produisaient des raisins de plus en plus qualitatifs. L'époque Parker, on n'était pas forcément très parkerisé, mais Parker a fait beaucoup de bien à Bordeaux, puisqu'il l'a mis en avant. Oui. Ensuite, les difficultés commerciales qu'il y a pu y avoir à la fin des années 90 ont été aidés dans les années 2000 par un nouveau marché qui est le marché chinois. Aujourd'hui, le marché n'est pas complètement mature, mais les gens aujourd'hui commencent à acheter des vins avec un bon rapport qualité-prix, donc on a bon espoir d'être dans les bons tuyaux. Et aujourd'hui, on a les taxes douanières qui ne sont pas encore finalement négociées pour les boissons, mais écoutez, on fera un effort. Je crois que si les négociants, les propriétés, les importateurs font des efforts, on arrivera toujours à vendre des vins aux États-Unis, qui est pour nous notre premier marché. Oui, ouais, ça une certaine sérénité aussi. Je pense que c'est l'expérience aussi, la connaissance, et puis le fait d'être passé un peu par tous ces remous, bons ou mauvais, à travers les années. Non, je crois qu'on va trouver... on a la chance que Bordeaux vieillit souvent bien. Oui. Donc les vins, prennent se bonifient. Et donc il faut passer une phase en ce moment qui est un peu difficile, mais il y a il faut faire le joint entre les années difficiles et la reprise. Mais je crois que profondément à la reprise de Bordeaux, et il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Et du coup, est-ce que le fait que ça soit aussi une famille derrière, qui soit là pour du temps long, ça joue aussi pour toi Bien sûr, c'est rassurant d'avoir une famille qui est très engagée, très, très motivée aux commandes de la propriété. Ceci étant, je vais vous dire une phrase que je répète souvent à mon équipe: avant d'être un château, on est une entreprise. Oui. Donc il faut faire tourner la boîte, il faut faire tourner l'entreprise. Bien sûr. Et justement, l'arrivée en fait de la famille Lelousse, j'allais dire Leloup, mais j'ai entendu que c'était Lelousse. Je prononce Lelousse. Ça a été l'essor aussi d'une vraie nouvelle phase pour Cantonac Brown.
il y avait déjà une propriété magnifique. Enfin, sincèrement, si vous n'avez jamais regardé, même tapez sur Internet, et puis peut-être même rendez-vous sur place. J'espère, venez nous voir, on serait heureux de vous accueillir. Mais le château en lui-même est magnifique. Le château est assez extraordinaire parce que on a l'impression d'avoir un bout d'Écosse en plein centre du Médoc. Oui. On a un côté briques rouges, des châteaux avec des briques rouges, avec des pierres de taille autour. Et c'est effectivement John Evis Brown, premier propriétaire d'origine écossaise, qui a fait la première signature de la construction du château. Ensuite, il y a eu Armand Lalande, qui était un propriétaire négociant, propriétaire de Léoville-Poix-Ferré également, qui a construit également les installations. Des bâtisseurs, et je raccourcis un peu l'historique, mais aujourd'hui, le nouveau bâtisseur, effectivement, c'est la famille Lelousse, qui restera dans l'histoire de la propriété, puisque aujourd'hui, on a des nouvelles installations techniques qui sont extraordinaires. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, j'ai noté quand même, j'ai lu quelques articles, et je voyais Béthane de Sauve qui disait le plus beau chai au monde. Et je me suis dit... Ils ont raison. Waouh, si c'est eux qui le disent, ils en ont vu quand même pas mal. C'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? D'abord, il fallait... la propriété avait des installations avec des cuves. On avait 33 cuves, des 190 hectos, des cuves assez grosses. Donc, pour aller chercher plus de qualité, plus de précision, il était clair qu'il fallait qu'on ait des cuves plus petites. Et le bâtiment où étaient installées les cuves, le cuvier, oui, n'était pas adapté. Donc, pour recevoir plus de cuves. Pour recevoir plus de cuves, donc plus de place. Et donc, on avait AXA Millésime. AXA avait construit un bâtiment autour du château qui servait à leur formation des cadres. Et donc, ces bâtiments étaient inoccupés. Et donc, nous avons eu l'idée de creuser ces bâtiments et de faire le cuvier à l'intérieur de ces bâtiments. Pourquoi creuser ? Puisqu'en fait, le thème de la construction a été de faire le bâtiment le plus éco-responsable possible. Et donc, on n'a pas souhaité tout détruire, on a gardé tout ce qui pouvait être utilisé et réutilisé. Et tout ce qu'on a creusé d'ailleurs à l'intérieur a été réutilisé pour pouvoir faire les sols et les circulations autour des bâtiments. Ensuite, on a voulu construire avec des bâtiments, avec des matériaux de notre époque. Pas faire du faux vieux, c'est-à-dire construire du parpaing, de la brique et coller des pierres par-dessus. Et donc, on nous a proposé de construire un nouveau bâtiment avec le thème qui était la terre crue et le bois brut. Donc là, tous les nouveaux bâtiments sont construits en bois ou en terre crue, essentiellement en terre crue d'ailleurs. Et est-ce que le bois vient même peut-être non, il ne vient pas de chez nous, il n'est pas du parc, mais le plus proche possible. Et la terre qui a contribué à la construction de la propriété et des installations vient de Montpont, donc à 1h20, 1h30 de la propriété. D'accord. En Dordogne. Donc, défi respecté. Défi respecté, nouveaux matériaux parce que construire des murs en terre crue, alors c'est pas de la paille, c'est pas du torchis, c'est vraiment de la terre crue qui est pisée, qui est compressée. D'accord. Et donc ça nous donne une parfaite isolation. Ce sont des murs de 55 cm, isolés avec 25 cm de liège. On l'a laissé 5 cm de vide sanitaire et on a remis des briques en terre, des BTC, des briques en terre compressée à l'intérieur. Donc les murs font 1 mètre d'épaisseur. C'est énorme. Et ça ne se voit pas depuis l'intérieur. et puis on a isolé avec de la laine de bois par-dessus, ce qui fait qu'on a une isolation parfaite, tant en température qu'en hygrométrie, puisque la terre absorbe et restitue l'humidité. Et qui plus est, on arrive à réguler une bonne partie de l'année avec des puits climatiques, c'est-à-dire des cheminées qui prennent à l'extérieur et qui rentrent dans le sol à 5-6 mètres de profondeur, amènent de l'air autour des 10-12 degrés. Oui. Puisque toute l'année, à cette profondeur-là, la température du sol est toujours autour des 10-12 degrés.
C'est génial. Donc, il n'est pas seulement éco-conçu, il respecte aussi tout le défi technique que ça représente. Oui, ça a été d'ailleurs assez fabuleux parce que les entreprises ont dû s'adapter à des nouveaux matériaux. Comment fixer une fenêtre sur de la terre, comment poser une sablière pour poser la toiture sur une terre. Tout ça a été étudié. On a eu même des espèces de vis exprès fabriquées pour nous. Je trouve que ça a été vraiment un défi et fabuleusement relevé par les entreprises. Ils ont vraiment, pour la plupart locales d'ailleurs, les entreprises, les gens sont adaptés formidablement bien et ont appris beaucoup de choses pour leur avenir, je pense aussi. Et tous les maçons du quartier sont venus nous voir comment on construisait, et ils sont très intéressés. Donc je pense qu'il y a un progrès, il y a un futur à ce genre de construction. Ouais, c'est génial, oui, ça inspire aussi beaucoup les gens autour et ça donne aussi quelques idées. D'autres le font déjà de façon très belle, mais bien sûr. Donc, j'espère qu'on ira les voir bientôt. C'est génial. Et justement, je me demandais, est-ce que quand c'est notamment Tristan, j'ai l'impression qu'il est assez impliqué. C'est Tristan, complètement. Tristan, président aujourd'hui d'Urgo, qui est également nous suit la propriété de très près, donc et qui a initié ces travaux et qui était à l'origine de ces idées-là. D'accord. Absolument. Parce que je me demandais justement, quand il est arrivé, ils sont arrivés en 2019 à la famille, exactement. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu leur as confié ou tu leur as dit, je pense que la prochaine étape pour Contact Brand, c'est ça. Comment est-ce que ça s'est fait, cette décision aussi? Parce que c'est des chantiers qui sont... Alors, la famille Leloup, ce sont notamment Tristan, c'est quelqu'un de très précis. Donc, avant d'acheter la propriété, il savait déjà qu'il fallait faire les travaux, puisqu'on s'était vu à plusieurs reprises. Mais lui est arrivé aussi avec l'idée de faire quelque chose de nouveau, de novateur, et d'adapter l'outil à l'ambition qu'il pouvait avoir sur la propriété. Qui plus est, on a acheté quelques parcelles, donc on ne pouvait pas forcément tout vinifier dans l'ancien cuvier. Les cuves n'étaient pas adaptées par rapport à une vinification moderne au fin de notre époque. D'accord. Et donc Tristan a très vite décidé de construire un chai. Alors nous, effectivement, on avait l'équipe technique et moi-même, on avait déjà le nombre de cuves, les volumes qu'il fallait par rapport aux parcelles, etc. Mais on n'avait pas d'idée de la construction. Alors, elle peut être triangulaire, rectangulaire, sphérique. Une cuve, c'est une cuve. Bien sûr. Donc, il a fallu trouver l'enveloppe. Et voilà, Tristan a contacté deux architectes. Et dès la première solution de Philippe Madec, qui est notre architecte, on a accroché tout de suite. Et donc, et l'idée a été assez très, très bien accueillie. Et donc, on a tout de suite signé avec lui. Et ok, donc ça s'est fait en fait rapidement dès qu'il est arrivé. Rapidement, je crois pour dire la vérité, il a fallu demander l'autorisation à l'ancien propriétaire que je puisse travailler avec eux une semaine avant la signature, puisque je n'avais pas le droit de leur parler directement, pour pouvoir travailler sur le projet. Donc la réunion des premières réunions des travaux a été faite une semaine avant que Tristan signe l'achat de la propriété. Ah, c'est génial. Donc, je le disais, une famille très dynamique, volontaire. Et engagée avant même d'avoir commencé. Absolument. Non, ils ont été enchantés par la propriété, et donc ils sont beaucoup investis. C'est absolument dingue comme histoire. On peut le visiter d'ailleurs. Avec plaisir. Il y a quelqu'un, Guillaume, qui est sur place, Guillaume Castel. Il a le nom exprès pour faire une visite. Guillaume s'occupe de notre tourisme. Sur d'autres critères que celui-ci. Oui, bien sûr. Donc, et il est très, très, très intéressant et a beaucoup de feeling pour vous accueillir, et il sera très heureux d'accueillir les gens. Ouvert toute l'année. On va renforcer d'ailleurs l'équipe touristique l'année prochaine. D'accord, ok. On a beaucoup de demandes. Oui, vous avez beaucoup de demandes, vous êtes beaucoup sollicité. Oui. On essaye de faire ça sur rendez-vous, mais on a des visites très, très sollicitées aussi bien par les techniciens que par les touristes, que par nos importateurs aussi qui viennent de plus en plus visiter, nous rendre visite. Est-ce qu'on est un peu en retard sur l'odonotourisme par rapport à d'autres endroits? Parce que je suppose que tu voyages quand même pas mal. Non, je pense pas. On a une conception qui évolue. Les premières visites, vous savez, j'ai été à l'école de la famille Caz, donc recevoir des gens, on sait ce que c'est. Je dis pas qu'on ne sait pas recevoir, attention. Mais non, c'est qu'en fait, on axe beaucoup les visites sur la technique, sur les visites, sur les explications, sur comment on fait le vin, etc. Je pense que ça intéresse d'ailleurs beaucoup de visiteurs.
Aujourd'hui, on essaye de réfléchir à comment leur faire vivre une émotion en venant chez nous. Donc, d'abord, nous, on a ces belles installations, mais ensuite, on a également un parc. Au château, on a un parc de 20 hectares complètement clôturé d'un seul tenant autour de la propriété. Et donc, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire après la visite, on va leur laisser l'opportunité de passer du temps dans le parc, de s'asseoir avec un verre de vin près du barbecue, de regarder les moutons packagés autour du château. Voilà, il faut qu'ils passent du temps un peu chez nous et qu'ils s'approprient la propriété. Bien sûr, oui. Donc le but, c'est de vivre une expérience et pas Exactement. seulement une visite très guidée. Non, je pense que c'est aussi ça, c'est un peu s'imprégner du lieu qui est important quand on fait de l'œnotourisme. Oui. C'est pas juste goûter un vin, en fait. Non, parce qu'en fait, aussi, les gens, quand ils ont visité 2-3 châteaux, parler des vinifications, c'est un peu la même chose. Après, il y a les spécificités. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens vivent une expérience et passent du temps sur une propriété pour devenir les meilleurs ambassadeurs quand ils rentrent chez eux. Et d'ailleurs, justement, en parlant de la propriété, en termes de nombre d'hectares aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on a 130 hectares en tout, 80 de rouge et 5 de blanc. 5 hectares de blanc. D'accord. Et le reste, justement, c'est plutôt... Ce sont des prés, on a des lacs, on a des forêts, des marais. Donc non, c'est vraiment très diversifié. Et avant qu'on arrive justement sur la dégustation, moi, je trouvais ça assez intéressant de rentrer un peu plus dans ce sujet, de dire il nous fallait notamment un nouveau chai parce qu'on voulait morceler encore un peu plus le vignoble. On comprend qu'il y a potentiellement différentes maturités, différentes parties du vignoble. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui justement de faire toutes ces, pas micro-cuves, mais quasiment. En fait, vous avez quasiment autant de cuves que d'hectares presque. Oui. En fait, on a 70 cuves, alors qu'on avait 33 avant. 70 cuves qui vont de 50 hectos à 120 hectos. C'est pas des petites, c'est pas des micro-cuves non plus. Non, c'est pas des micros, pardon. Donc, mais c'est juste que le terrain est assez grand. Donc voilà. Ça nous permet effectivement de faire du parcellaire, voire de l'intraparcellaire. Ça nous est arrivé de ramasser une partie de la parcelle et de revenir 3-4 jours après pour ramasser le reste. Et du coup, c'est des choses qui évoluent chaque année, c'est des choses qui sont relativement fixes, c'est-à-dire on sait que telle cuve est dédiée à telle parcelle, ou comment est-ce que... Non, en fait, on a quelques cuves de 50 hectos, quelques cuves de 60 hectos, quelques cuves de 70, 80, 90. Et donc, suivant les rendements, suivant la façon de la maturité, on va ramasser la vendange. Généralement, dès qu'on reçoit la vendange, on pèse la récolte de la parcelle. D'accord. Et donc, on a les volumes. Et donc, on choisit pile poil la cuve qui convient bien par rapport à la sélection qu'on veut faire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est mathématique. C'est assez mathématique. Mais bon, au départ, quand on construit... On morcelle d'abord la parcelle. C'est ça le premier Bien évidemment, travail. On sait qu'on a 2 hectares de Grand Merlot situés sur de l'argilo-calcaire. On sait que cette cuve-là, on va pouvoir la mettre dans une 120 hectos parce que c'est assez uniforme, c'est assez homogène. Et si jamais vous avez une parcelle où il y a 2 porte-greffes, avec un sol un peu plus argileux, l'autre un peu plus graveleux, on sait que potentiellement on va la diviser, donc on va la mettre dans 2 cuves de 50 hectos. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare avant la construction, mais après, au fil des replantations, ça peut évoluer. D'accord, ok. Oui, forcément, il y a des choses qui évoluent un petit peu dans le temps. Il y a la jeunesse. L'essentiel, c'est d'avoir un outil où on peut avoir plusieurs parcelles et plusieurs volumes, oui. Et donc pouvoir dédier exactement une parcelle qui produit 50 hectos cette année. On ne produira peut-être que 25 l'année prochaine, donc il faut tout à fait avoir des volumes différents pour pouvoir les vinifier de façon spécifique et séparée. C'est un petit jeu de Tetris presque. Non, mais l'équipe technique arrive à faire ça facilement. À partir du moment où vous avez le poids, oui. Vous pouvez tout à fait décider juste avant qu'on a pesé, donc on sait tout à fait exactement le volume qu'il va falloir dont on a besoin pour pouvoir positionner cette récolte-là. Écoute, je te propose justement qu'on avance sur la dégustation. Tu nous as rapporté trois magnifiques bouteilles du domaine. Parmi l'essor aussi que tu as connu l'essor des seconds vins. On va commencer par le second vin qui est Brio. Brio de Cantonac Brown. Sur le millésime 2016. Est-ce que tu peux peut-être, pendant que je vais servir, évoquer l'intérêt pour un domaine et peut-être même pour le consommateur d'avoir un second vin aujourd'hui ?
L'intérêt, c'est de sélectionner, de faire un grand vin encore plus grand, avec une sélection. Et c'est vrai que on a les grands vins, les grandes bouteilles se font souvent sur des vieilles vignes, par exemple, ou des vignes qui sont arrivées à bonne maturité, qui ont un cycle végétatif sans encombre. Et donc, à côté, il peut y avoir des parcelles qui ont un peu moins de maturité, qui ont un peu moins bien verré, qui sont des jeunes plantes. Et donc, pour sélectionner, faire et avoir un grand premier vin, la plupart des gens ont décidé de faire un second vin. D'accord, ok. Donc le but, Et généralement, les seconds vins sont aussi des vins. Il y a 40 ans, c'était du niveau les premiers vins étaient peut-être au niveau des seconds aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail sur les seconds vins, tant en maturité qu'en sélection, puisque maintenant on fait même également du vrac. Donc, chose qu'on ne faisait pas à une certaine époque. Donc, on sélectionne aussi pour le deuxième vin. D'accord, ok. Je ne savais pas du tout qu'il y avait cette partie-là. Ok, mais du coup, c'est un super moyen aussi de s'offrir une porte d'entrée dans un domaine, oui, d'une certaine les vins manière. sont souvent plus approchables, plus charmeurs, plus ouverts. Et on essaie de le faire de façon un peu plus fraîche, un peu plus moderne. Et quand on a créé Brio de Cantonac Brown, personnellement, j'aime beaucoup faire la cuisine, mais je ne peux pas faire la cuisine sans un verre de vin. Et donc l'idée a été de boire un vin, de faire un vin de plaisir, d'ouvrir sans se poser trop de questions, plutôt que d'avoir tout un cérémonial. Voilà. Et Brio, d'ailleurs, ce nom-là vient de là, avec l'idée d'être côté brillant, un peu charmeur, un peu facile, un peu. Et donc voilà, on essaie de faire ce vin dans ce style-là. Mais Brio de Cantonac Brown, ce n'est pas uniquement un deuxième vin, puisqu'en fait, on fait des sélections des parcelles avant les vendanges. Ok. Donc, en fait, oui, parce qu'en fait, vinifier tout de la même façon et choisir après, c'est un peu dommage, parce que il y a des cuves les seconds vins peuvent être un peu plus durs, un peu plus puissants que le premier. Oui. Donc, une fois qu'on a choisi les parcelles, pour la grande majorité, on va les vinifier pour faire ce vin-là. Donc, Brio de Cantonac Brown a une véritable identité. D'accord, oui, c'est pas presque par défaut ce qu'on pourrait Exactement. dire. C'est maintenant, et c'est peut-être aussi au fur et à mesure que c'est mis en Exactement. place. On apprend que les parcelles, ces parcelles-là qui sont jeunes, eh ben, plutôt que d'aller les extraire ou de les chauffer en température pour pouvoir extraire de la couleur et des tanins, eh ben, on fait des températures plus basses, on fait des remontages plus légers, et ça donne des vins qui sont beaucoup plus suaves, beaucoup plus charmeurs et beaucoup plus prêts à boire dans le temps. Bah, écoute, je te propose qu'on Oui. donne un petit aperçu à tout ça. Ce que j'aime bien demander, c'est que tu puisses faire une petite explication un petit peu de ce qu'on ressent à travers ce vin. Tu en as déjà parlé un petit peu dans l'intention aussi, mais maintenant plutôt dans les sensations. La sensation, c'est... D'abord, j'ai amené en 2016, parce que c'est un chouette millésime, et que pour montrer aussi que le deuxième vin, ça pouvait vieillir. Pas 20 ans ou 30 ans, mais une petite dizaine d'années, ça lui va très bien. Même s'il faut, on peut les boire jeunes. Je confirme, ça lui va très bien. Donc, ça a des potentiels. À partir du moment où les vins sont purs, ça vieillit toujours très très bien. Et ça peut encore vieillir? Ça peut encore vieillir. Ça peut encore vieillir, mais moi, personnellement, j'aime bien les vins qui ont une petite dizaine d'années où on a encore un peu de tanin, sans être qu'ils soient déjà bien intégrés. Encore un peu de matière aussi. Un peu de matière, mais également avec quelques arômes tertiaires avec une certaine évolution, avec des tanins veloutés, chatoyants, et qui nous permettent de ressentir encore le millésime. Et là, voilà, l'idée de ce côté charmeur, ce côté gourmand de Brio, dans l'élaboration, ça se ressent aujourd'hui dans le vin. On a ce côté encore de fruits, mais on a aussi ce côté charmeur, appétant. Voilà. Ça, c'est la signature de Brio. Et toi, tu es encore en fait hyper impliqué, toi, au niveau technique. Oui, tu es très attaché à cette partie-là, de ce que j'ai cru comprendre. Je pense que je suis très impliqué pour les vinifications et pour tout le reste.
puisqu'en fait j'ai grandi. Mais on parlait de moi tout à l'heure depuis longtemps. Je suis à Canton depuis longtemps, mais j'ai une équipe qui est très présente et très fidèle aussi. Oui. La responsable technique, Gaëlle Crespi, aujourd'hui est là, a commencé comme stagiaire en 2000 et ça s'occupe de la technique aujourd'hui. On a l'assistant du maître de chez, le second du maître de chez a commencé en 90 avec moi, est toujours là. Bruno, il y a le chef de culture a commencé en 86 comme apprenti, donc il est là depuis plus de 40 ans. Donc il y a une certaine fidélité à l'équipe, on s'entend tous bien, on a grandi tous ensemble et je crois que ça nous permet d'avoir année après année une certaine cohésion dans le travail et dans les vins que nous faisons. C'était une évidence pour toi en 2019, quand il y a eu un changement de propriétaire, de rester? Tu t'es posé la question? Comment ça s'est fait? Je crois on a discuté avec... rester, forcément, oui. D'accord. Parce que le projet était fabuleux. Quand vous avez quelqu'un qui vient avec les mêmes idées que vous de développement pour une entreprise, hein, c'est assez extraordinaire. Et on s'entend plutôt bien, on s'entend même très bien avec Tristan, donc ça me paraissait naturel de rester dans l'aventure. Mais il faudrait lui poser la question à Tristan pour voir pourquoi il m'a gardé. Aujourd'hui, c'est toi que je reçois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. En tout cas, merci d'apporter aussi un vin qui sans doute sur son apogée quand même aujourd'hui. C'est toujours agréable. C'est aussi ça la grandeur de Bordeaux. C'est ce temps long aussi. C'est le fait de pouvoir garder aussi des bouteilles longtemps, de pouvoir, comme tu le disais, vivre à travers les différents millésimes, les différentes phases de marché et se dire, en fait, 2016, le moment où sans doute il a été commercialisé au départ, VS aujourd'hui, la phase de marché n'avait rien à voir et pourtant on peut encore déguster, encore acheter ce vin. Bon, c'est peut-être plus difficile d'en trouver partout, mais mais l'idée justement d'avoir un 18, un Cantonac Brown et un 2016 Brio, c'est de dire que Brio, les deuxièmes vins peuvent vieillir aussi et que le premier vin, en fait, il ne faut pas attendre 30 ans pour les boire. Donc c'était un peu l'idée. Bon, le Alto, c'est un peu différent parce qu'Alto, c'est un 2023. Les blancs sont pas plutôt jeunes. Donc c'était l'idée. Donc je pense que quand les vins sont bien faits, ils ont toujours un avenir et un potentiel de vieillissement, plus ou moins grand, plus ou moins large, mais il y a toujours un potentiel de vieillissement. Et le blanc, on reviendra lors de la dégustation aussi là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment arriver en force depuis quand même quelques années à Bordeaux. Ça fait longtemps qu'il y a du blanc chez... on a planté en 2007, donc on a été assez... je ne sais pas si on est précurseurs. Mais dans les premiers, mais parmi les premiers. Dans le sens où il y a toujours eu du blanc dans le Bordelais, mais que les grands châteaux dont on fait partie, Cantonac Brown, commencent à produire du blanc, c'est relativement récent. Mais là, en fait, ça a été on a des sols qui sont plutôt plus frais pour faire des rouges. On parlait des deuxièmes vins. Donc, plutôt que de faire un vin rouge de moins bonne qualité, on s'est dit, c'est un terroir pour faire des grands blancs, pourquoi pas faire des blancs? Pourquoi pas? On a commencé avec 1,5 hectare et aujourd'hui, on a 5 hectares. C'est génial. Écoute, je te propose qu'on continue sur la dégustation du château Cantonac Brown, donc la cuvée phare du domaine. Pour un ordre d'idée un petit peu pour le brio de Cantonac Brown en termes de prix, entre 28 et 30 euros, autour des 30 euros. D'accord. TTC. Oui. Donc c'est un moyen de se faire plaisir et de ne pas non plus s'envoler trop haut dans les prix et de pouvoir déguster. On voit la différence de millésime aussi à travers la couleur. Et densité. En termes de cépage, est-ce que la répartition est très différente entre Brio et le château? En fait, souvent, dans Cantonac, on a une très grande majorité de Cabernet Sauvignon. D'accord. Et donc, plus de Merlot dans le deuxième vin, dans Brio de Cantonac Brown. D'accord. Ceci étant, on est en train là aussi de replanter pas mal et de penser à l'avenir. Et donc, on est en train de planter un peu plus de Cabernet Sauvignon. D'accord, ok. Notamment, pour quelles raisons quand tu dis on pense à l'avenir? D'abord pour être au plus près des assemblages du premier vin. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autour des 70% de Cabernet Sauvignon.
alors que dans la production, dans la plantation, plutôt autour des 70. Donc on est en train d'arracher des parcelles. Les parcelles que nous arrachons, on essaie de s'adapter pour qui étaient dernièrement d'ailleurs pour les Cabernet Francs, lesquels Cabernet Francs ne rentrent pas toujours dans le premier vin. On a préféré mettre des Cabernet Sauvignon à la place. D'accord. Et puis également pour s'adapter au changement climatique dans l'avenir. Ces Cabernet Sauvignon mûrs dans les prochaines 50 années, ça va être fabuleux. Oui, parce que le Cabernet Sauvignon a une maturité plus tardive, qui demande plus de soleil. Un cycle végétatif plus long et donc s'adapte, résiste mieux aussi à la chaleur. Et je pense que c'est un cépage d'avenir pour la région. Bien, génial. Bah, écoute, je te propose qu'on puisse déguster ça. Bien entendu, toujours à consommer avec modération. Je me permets de le répéter, mais en tout cas, là, le nez est très charmeur déjà. En fait, effectivement, on a de l'élégance, de la tension en même temps, de l'élégance. On a ce tanin qui sont veloutés, qui sont très ronds, très suaves. Et ça, c'est la signature des grands terroirs, en fait, et des grands cabernets. On a ce côté un peu graphite des cabernets. Oui. On a ce côté un peu eucalyptus aussi, lié à l'évolution des cabernets. C'est un peu chocolaté aussi vers la fin. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est que c'est un vin qui a 7 ans aujourd'hui, et qui a des tanins qui sont déjà très ronds, très veloutés, qui peuvent, à mon avis, un vin qui peut être bu dès à présent. Donc, tout à l'heure, on disait que les deuxièmes vins ou les seconds vins pouvaient vieillir un peu, mais je pense aussi que les vins bien faits, les grands vins, peuvent être bu assez tôt. C'est quoi je te demande pas l'accord le plus parfait, etc. Ton accord préféré avec ces vins? Moi, je pars du principe que si les mets sont bons, le vin s'accorde bien. Mais généralement, une viande braisée ou grillée, que ce soit du bœuf, du carré d'agneau, ça marche très très bien. Mais on peut aussi faire une poêlée de cèpe avec de l'ail et un peu de persil, et ça marche très très bien aussi. J'apporte les assiettes alors. Non, c'est super intéressant. Moi, je me posais un petit peu la question parce que il y a quand même ce défi aujourd'hui dans le Bordelais où j'ai vu que vous aviez acheté d'autres hectares de vignes, c'est-à-dire que le domaine s'est agrandi au fur et à mesure. Comment on fait quand on a une identité aussi déjà très marquée, connue, parce que c'est un château qui est connu, reconnu, donc qui a son style aussi, qui a son identité. Comment est-ce qu'on fait pour aller acquérir d'autres parcelles? Parce qu'il y a aussi cette complexité de se dire, il faut que ça respecte potentiellement aussi le terroir déjà existant, que ça puisse venir à minima enrichir, en tout cas, à minima faire la même chose ou mieux enrichir, on va dire, le patrimoine tout simplement de vigne et du coup le vin lui-même. Comment est-ce que tu choisis d'aller t'étendre, pas t'étendre, d'aller sélectionner telle ou telle parcelle Alors, pour info, Cantonac Brown, sous l'ère Armand Lalande, faisait 150 hectares de vignes. D'accord. Donc aujourd'hui, on est encore loin de ça, mais ce n'était pas l'objectif. Non, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y a aussi beaucoup de châteaux qui sont partis de beaucoup plus petits aujourd'hui, sont beaucoup plus grands qu'à l'origine. Et là, c'est plutôt l'inverse. Beaucoup de châteaux ont été divisés aussi. D'accord. Mais non, aujourd'hui, d'abord, nous, on achète des parcelles qui sont voisines des nôtres, avec des terroirs semblables. Margaux, il y a quand même s'il y a quelques terroirs différents, il y a quelques spots qui sont les plateaux de Cantenac où nous sommes et le plateau de Margaux où se trouve la propriété dont vous parlez, la propriété qu'on a rachetée à Madame Renon, Château Charmant et Château La Gallienne. C'est sur le plateau de Margaux. Et ce vignoble-là, dès la première année, 70% son vignoble a fait du premier vin chez nous. Donc, c'est dire si les terroirs étaient magnifiques. D'accord. Donc, voilà. Ça répond à votre question. Donc, si on s'agrandit, généralement, c'est pour améliorer la qualité du produit et du vignoble, et pas simplement pour faire on n'achète pas pour faire du deuxième vin. Ouais. Donc, c'est vraiment ni juste du quantitatif, quoi. Ni juste du quantitatif, clairement. Donc, on achète des beaux terroirs. La plupart du temps, ce sont des parcelles qui nous touchent.
Oui. Pour pouvoir, des terroirs qu'on connaît bien. Là, dans ce vignoble-là, précisément, il avait des parcelles qui étaient plantées avec des merlots, des cabernets, etc., des petits verres d'eau même mélangés. Donc c'était compliqué de pouvoir les amener à maturité optimale parce qu'il fallait passer plusieurs fois dans les rangs pour ramasser les merlots, les cabernets, les cabernets francs, les petits verres d'eau. Donc c'est des parcelles qu'on a arrachées et qu'on a replantées en cabernet ou en merlot pour pouvoir avoir une certaine homogénéité de maturité et de conduite du vignoble. Oui, Mais ce sont des terroirs qui sont au top, donc dans le terroir de référence de l'appellation. Donc ça ne peut que tirer vers le haut la propriété. Ouais, tant mieux, j'ai envie de dire, si ça vient améliorer ce qui est Voilà, déjà c'est très l'idée. bien. Et c'était quand, du coup, ces acquisitions? En 2020, D'accord. Ah oui, donc assez vite. tu as eu quand même quelques chantiers ces dernières années. Oui, Entre le en chai, fait, on l'acquisition. a les acquisitions. Curieusement, il y avait beaucoup de candidats, comme tu peux imaginer. Bah, si Donc, c'est des belles mais parcelles. Madame Renon nous a choisi. C'est elle qui a choisi la personne à qui vendre. Et donc, je lui ai présenté Tristan Lelousse. Ils ont gardé des liens d'ailleurs. Et ça a bien matché. Et je pense qu'elle a été heureuse de vendre à la famille Lelousse. Oui, et puis de pouvoir voir un petit peu cette Oui, continuité. absolument. C'est quelqu'un que je connaissais depuis plus de 30 ans, puisque pour l'avoir aidé, échanger avec elle sur son vignoble. Et naturellement, elle a choisi Cantonac-Brand et la famille Lelousse pour céder ses vignobles. Je crois qu'elle avait quelque chose au fond d'elle qui faisait qu'elle voulait voir. Elle savait que les personnes qui allaient s'occuper du vignoble s'en occuperaient aussi bien qu'elle. Donc, elle a choisi la famille Lelousse. Génial. Bon, elle t'a choisi un petit peu toi, même si tu restes modeste. J'imagine aussi que les rencontres, c'est aussi ça. Enfin, il y a un côté très humain là-dedans, quand on choisit à qui on va c'est transmettre. essentiellement relationnel, en Ouais. fait. Alors, vraisemblablement, moi, effectivement, mais le fait de rencontrer, que ce soit Cantonac-Brand, que ce soit un cru classé d'abord qui achète, c'est dire, c'est positif pour elle, puisque quelque part, elle se rend compte que son vignoble était de haute qualité. Et le fait que ça passe bien avec Tristan Lelousse et Madame Renon a fait la petite différence à la fin. Ouais, j'imagine, c'est le plus qui convertit l'essai. Et écoute, je te propose qu'on passe peut-être après une dernière. Vous voyez, ça décanté, c'est extraordinaire. Pas aéré. Là, on vient juste de l'ouvrir, mais c'est. Oui, c'est ce que je me disais aussi. C'est rond, c'est dense tout en étant soyeux. Bon, 2018, c'est un beau millésime aussi. Hein. Oui, tu ne nous as pas apporté des pires millésimes, je t'en remercie d'ailleurs. non, mais c'est vrai que c'est des très beaux millésimes. Mais oui, déjà, il y a une légère évolution déjà dans le verre, alors que ça fait quand même pas bien longtemps. On se dit qu'il y a encore du potentiel à aller chercher. Si c'est d'ailleurs ça la leçon, entre guillemets, à retenir, si on peut parler de leçon, c'est de dire, bon, ok, ouvrir des grands Bordeaux jaunes, pourquoi pas, mais prenez le temps de l'ouvrir quand même. C'est important aussi de le faire respirer. C'est aussi ça. Oui, de le préparer. Et c'est ça qui est fabuleux dans le vin, c'est qu'on voit il y a une évolution avec l'air, avec l'agitation, avec le repas. Au fil du repas, nos goûts, nos papilles changent. Donc tout ça fait que c'est assez extraordinaire de passer du temps et de réfléchir un peu à tout ça. C'est bon, à un moment donné, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut aussi se faire plaisir. Oui. Non, mais on est bien sûr qu'on est là. Mais c'est vrai que quand on boit des jolies bouteilles... Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, si tu veux, avec un peu presque de blanc. Sinon, je vais faire les deux, oui. Tiens, regarde. Hop. C'est vrai qu'il y a toujours la notion de plaisir qui est importante, de toute façon. Mais c'est aussi des vins qui méritent de savoir un petit peu comment aussi on les déguste. C'est aussi ça qui est important pour le faire correctement et que les gens puissent vivre l'expérience à 100%. C'est aussi ça. Complètement. C'est aussi ça l'enjeu. Tiens, je t'en prie. Merci. J'en profite pour affiner. Mais je t'en prie. Tu peux commencer la dégustation pendant que je fais mes alors, le Cantonac-Brand, on l'a planté en 2007, premier millésime en 2011. C'est un vignoble
argilo-calcaire. On a 90% de Sauvignon blanc, 10% de sémillon. Les vinifications se font en barrique. On a à peine 10% de barriques neuves. On ne veut pas trop les marquer barriques. Il y a pendant une époque, beaucoup de vins étaient marqués par des barriques neuves, mais on trouve que ça les vieillit un peu trop vite, ça les oxyde un peu trop vite. Donc, mais la barrique était apportée pour donner ce côté gras, un peu sucré. Et nous, on a préféré y mettre 10% de sémillon, cépage à Sauternes, pour donner ce côté un peu gras au milieu de bouche. Avec une texture un peu plus... Voilà, ce côté un peu sucré, même si le vin est sec. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est Alto. Et on a un côté très minéral, un peu pierre à fusil. Donc, comme on a un hectare 8, c'est facile de toujours ramasser au bon moment. On vendange le matin très tôt, à la fraîche. En 2 matinées, on ramasse l'ensemble du vignoble. On va voir avec les 3 hectares qu'on a plantés récemment. Oui, c'est ce que j'ai dire, parce que tu me parlais de 5 hectares tout à l'heure. On a planté 3 hectares de plus qu'on va ramasser cette année. Mais D'accord. Bon, cette année, il n'y a pas grand-chose. Mais avec l'idée d'avoir un peu plus de blanc, puisque c'est là... Aujourd'hui, on manque de blanc, en fait. On a beaucoup de demandes. Oui, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes sur les blancs. Et donc, on les ramasse toujours dans de très bonnes conditions et toujours à belle maturité, puisque le vignoble est petit. Mais à 5 hectares, ça devrait le faire aussi. On va s'organiser de la même façon pour pouvoir les vendanger tous les matins, plutôt le matin, à la fraîche. On les transporte avec des camions frigorifiques. On les refroidit. On les presse, ça fait des jus très frais et incroyables. En jus de fruits, ça pourrait être magnifique. Et dès que la fermentation est enclenchée en cuve, dès le premier pétillement, on les met en barrique et ça reste en barrique jusqu'à la mise en bouteille, 15 jours avant la mise en bouteille. On les bâtonne. D'accord. Pour apporter un peu plus de gras à ces vins-là. Et voilà. Et après, on les remonte. On les remonte en cuve, juste 15 jours avant de les mettre en bouteille. Bon, et est-ce que le chai est adapté à accueillir encore un peu plus de... En fait, on a des rangs qui sont spécifiquement prévus pour les blancs. D'accord. Mais clairement, on a un projet de construire un chai de blanc dans l'avenir. D'accord. Les 5 hectares, spécifiques pour les blancs. Donc, il y a encore des velléités de continuer à potentiellement étendre un petit peu le domaine ? Non, pour ces 5 hectares-là. Pour ces 5 hectares. Pour séparer complètement les vins rouges des vins blancs. C'est un projet. Alors, c'est encore dans les cartons, mais on y réfléchit. Dans l'ancien cuvier, on a potentiellement la place pour construire un cuvier de blanc adapté à la superficie et en cépagement, puisque là, on a apporté des sauvignons gris. D'accord. Toujours pareil, pour amener un peu plus de complexité et garder ce côté un peu gras dans le vin. Ouais. Et puis après, l'autre projet, c'est un jour de faire un premier vin blanc, peut-être. Et Cantonac White. Ah. On a des exclusivités. Hein. Vous avez la chance d'écouter ce podcast. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir ce genre d'informations. Donc c'est très plaisant. On a beaucoup de succès avec Alto. Et ça se comprend. C'est hyper, c'est hyper très agréable, frais. c'est frais, une belle fraîcheur, une belle acidité. On parlait tout à l'heure des terroirs, justement, qui nous permettent d'avoir une maturité lente et de garder toujours cette légère fraîcheur, acidité. Et pour les vins blancs, ça marche très, très bien. Oui, ça fait des choses très précises, très agréables. Exactement. Et en même temps gourmandes. Elles ne sont pas Oui. uniquement sur le côté minéral et frais. Il y a aussi un petit peu de matière. Il y a un côté suave aussi qui fait que c'est une belle buvabilité, facilité de consommation. C'est vraiment une belle signature. Oui, j'aimerais terminer un petit peu ce podcast. Toi, bien sûr que tu es à la tête de ce domaine-là. Tu as aussi d'autres activités. Est-ce que c'est aussi ça qui fait que tu as toujours un petit peu des nouveaux projets, qui fait que tu es toujours aussi excité à cette idée de continuer aussi à Cantonac-Brown ? Écoutez, moi, j'ai envie de rester à Cantonac-Brown. Oui, j'ai encore quelques années. Et puis, les projets, ça vient naturellement, en fait. Faire un premier grand vin blanc, maintenant que les vignes sont à maturité, ça me semblait naturel.
Mais on n'a jamais mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on était ceinture blanche en vin blanc, donc on a appris à faire du vin blanc. Aujourd'hui, il nous semble qu'on a une belle signature dans Alto. On va se donner les moyens en construisant un chai un jour, un cuvier chai pour le vin blanc. Il est logique qu'on aille tirer le meilleur du meilleur. Et voilà, donc on fera. Ça me semble logique d'avoir un nouveau projet et de créer un grand vin blanc un peu plus qualitatif encore. Ouais, les idées viennent naturellement, ça me semble logique dans la progression d'une entreprise et de la propriété. Et la tienne aussi, l'apprentissage, c'est aussi ça un petit peu qui t'excite aussi Oui, absolument. J'ai vinifié dans d'autres régions, dans d'autres vins, c'est hyper excitant. Alors ce qui était assez sympathique avec les équipes quand on a fait du blanc, parce que des fois on vendange au mois d'août, tout le monde est excité. Aujourd'hui, c'est un peu plus contraignant puisqu'en fait les gens arrivent plus tôt, on commence les vendanges bien plus tôt et on est mis dans l'ambiance des vendanges plutôt grâce au blanc, grâce au ramassage des vins blancs. Et justement, pour parler des équipes, parce que tu en parlais, c'est un pilier essentiel. C'est la base. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui? On est une trentaine de personnes. On recrute. Là, on cherche des chauffeurs vignerons, des vignerons, quelqu'un à l'entretien. D'accord. On recrute. On essaie là aussi, dans le développement, on essaie de embaucher des gens. On grandit, en fait, la propriété. Et les équipes grandissent en même temps que la propriété. On a des travaux essentiellement manuels. Donc, forcément, il nous faut plus de agrandir les équipes. C'est compliqué aujourd'hui de trouver du monde? C'est compliqué, mais aujourd'hui, on est prêt à prendre des jeunes qu'on peut former. On a des gens qui ont de l'expérience et qui adoreraient et qui adorent former les autres. Donc, j'ai confiance. On a quelques CV qui viennent d'arriver. Bon, parfait alors. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part une très bonne vendange pour cette année? On est bien parti, donc c'est pas mal. On est bien parti jusqu'à présent. Les 2025 s'annoncent très bien. Génial. Il faut croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Les vendanges, c'est en septembre. Généralement, quand on vendange, les vendanges sont précoces, on a plus de chances de ramasser dans de bonnes conditions. Donc, on a confiance dans ce millésime. Génial. Et puis, ce millésime, même si on vendange depuis... si j'ai fait plusieurs vendanges, faire 37 fois ou 35 fois la même chose, c'est pas grand-chose dans un métier. Il y a des gens qui font 1000 fois la même chose dans l'année. Ou dans la journée, parfois. Ou dans la journée. Donc... cette excitation est toujours là et voilà, et les équipes sont très motivées, d'autant plus avec ce nouvel outil. C'est une véritable excitation. Oui, j'imagine. Et donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite alors? De continuer à faire des grands vins. Eh bien, écoute, c'est ce que je te souhaite. Bravo, merci pour ton temps, merci pour cette dégustation, ces 3 vins. Hâte de découvrir peut-être un jour un premier grand vin blanc de Cantonac Brown. J'espère. Et puis, n'hésitez pas à les réserver, du coup, il faut quand même prévenir. Nous, en fait, on serait très heureux de vous accueillir. N'hésitez pas, soit par le site internet, soit au téléphone. Vous pouvez venir nous rendre visite. On est en train de développer le tourisme et montrer justement tous ces beaux chantiers, ces beaux travaux qu'on a pu faire et présenter nos vins, la propriété. On visite également le château ou Non, le château est en travaux. D'accord, ok. Bon. Mais en tout cas, c'est quand même magnifique. L'endroit est magnifique. Le lieu, le château, le chai. Bref, il y a plein de bonnes raisons de venir. Les vins, of course. Il y a plein de bonnes raisons de venir vous voir si vous passez dans le Bordelais. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à vous pour votre écoute si vous êtes arrivé jusque-là. On remercie également Honey App, l'application de gestion de cave à vin de nous permettre de nous réunir encore une fois. Pour rappel, Honey App, c'est l'application qui vous permet de gérer au mieux votre cave à vin, voir quelles sont les bouteilles qui arrivent à leur apogée, découvrir les meilleurs accords mets et vins pour l'ensemble de vos bouteilles et même pouvoir la géolocaliser dans votre cave au cas où vous l'auriez perdue. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci. Et puis une bonne vendange. Toi aussi. À bientôt. Au revoir.